Merci d'être là. C'est un plaisir. C'est la première projection du programme qui nous a gentiment proposé pour le festival. Et je voulais un peu que tu parles, que tu dises deux ou trois choses sur pourquoi tu as choisi ce film. Et d'abord, d'où il vient, il y a 3 ou 4 heures. Après, on sera là à la fin pour parler avec vous. Tu veux que je dise quelques mots? Écoutez, c'est un film, donc c'est la plus longue interview filmée d'Henri Langlois. C'est un film qui date des années 1975-1976, donc c'est 1 an avant la mort d'Henri Langlois, qui est, comme vous le savez, le créateur de la Cinémathèque française. Et en fait, c'est un film qui commence à cause de ses voyages avec le Canada. C'est-à-dire qu'à Montréal, il y a quelqu'un que tu as peut-être connu, Paolo, qui s'appelle Serge Lozic, voilà, qui était le grand cinéphile pour le Canada français, pour le Québec. Et donc ce Serge Lozic a l'idée de faire venir Langlois à Montréal faire des cours de cinéma. Et Langlois est très content qu'on lui propose ça, parce qu'il a désespérément besoin d'argent pour la Cinémathèque. Parce que dans les années 70, ça s'est filmé 8 ans après 1968, Langlois a rompu avec l'État. C'est-à-dire que l'État français ne donne plus d'argent à la Cinémathèque. Et Langlois doit faire fonctionner la Cinémathèque tout seul. Et donc la proposition de Serge Lozic d'aller donner des cours à Montréal et de le payer pour ça, c'est une façon de trouver de l'argent pour la Cinémathèque française. Tu dois traduire ou tout? Non, ça va. Et donc voilà, Langlois devient un jet professeur qui fait Paris-Montréal pour faire ses cours et il est très content d'avoir de l'argent pour la Cinémathèque. Et c'est comme ça qu'une équipe canadienne fait sa connaissance et lui propose de l'enregistrer en parlant de cinéma. Et c'est assez formidable parce que Langlois parlait tout le temps de cinéma, mais personne ne l'avait enregistré aussi longtemps que Harry Fischbach et ses amis. Donc vous allez entendre parler Langlois de cinéma, et en fait Langlois est un formidable pédagogue. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime faire, c'est pas tellement analyser chaque film, mais c'est relier les différentes écoles cinématographiques, les différentes périodes de l'histoire du cinéma, c'est les relier entre elles et expliquer comment elles s'influencent les unes les autres. Et puis bien sûr, on est en 1975-1976, donc Langlois a une réputation qui est vraie et un mythe qui est vrai aussi, c'est que c'est lui qui a contribué à créer la nouvelle vague française. Alors, c'est vrai et c'est faux, parce que c'est pas Langlois qui a expliqué à Jean-Luc Godard comment il devait faire des films. C'est pas Langlois qui a expliqué à François Truffaut comment il devait faire des films. Mais en revanche, c'est vrai que c'est lui qui leur a appris à regarder un film, ça c'est vrai, et surtout c'est sûrement lui qui leur a appris en partie à écrire sur les films, avec bien sûr André Bazin, mais quand même, Langlois a été une influence fondamentale pour eux. Et c'est vrai que c'est très rare dans l'histoire des cinémathèques qu'une génération de cinéastes comme la Nouvelle Vague française viennent d'une cinémathèque, c'est-à-dire viennent d'un musée, en fait. Ces gens-là sont des cinéastes qui viennent du musée, c'est-à-dire que la cinémathèque, pour eux, c'était le Louvre. Et ils allaient au Louvre tous les jours voir des tableaux qui allaient les inspirer. Et Langlois était celui qui leur a proposé, qui leur a montré ces tableaux. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de très rare. Donc, quand une équipe de télévision canadienne vient interviewer Langlois sur le cinéma, ils viennent interviewer celui qui a contribué à l'éclosion de gens qui s'appellent François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Jacques Rivette, c'est-à-dire les 5 grands cinéastes des cahiers du cinéma, dont il est le père spirituel et dont il est le maître. Donc c'est un personnage qui est extrêmement glorieux.
Voilà, disons que Langlois à ce moment-là n'a pas d'argent, la cinémathèque n'est pas en très bon état, parce que c'est très difficile de faire fonctionner une cinémathèque sans argent, mais la gloire de Langlois est sûrement à son maximum. Voilà, vous allez l'entendre parler de cinéma, et vous allez voir quel formidable professeur, quel formidable pédagogue il est. Bon, merci, on sera là à la fin. Seulement une petite anecdote pour les Portugais qui sont là. À l'époque, au début des années 70, Langlois avait exposé plein de tableaux de Noronha da Costa à la Cinémathèque parce que, je ne sais pas pourquoi, je peux le dire, j'ai demandé à Noronha da Costa, je ne sais pas jamais, mais pendant des mois et des mois, les tableaux étaient là parce qu'après ils n'avaient pas d'argent pour les faire revenir au Portugal. Donc pendant des mois et des mois, on voyait les tableaux. Je crois qu'ils n'ont été jamais aussi exposés dans leur vie, ces tableaux, qu'à l'époque à la Cinémathèque. Et je pense que c'est les 7 tableaux que je me rappelle d'avoir vus à la Cinémathèque à l'époque. Ok. Bon, ça c'est une petite anecdote. À tout à l'heure. Merci. Bon, je pense qu'on apprend plus en voyant Langlois parler que dans 5 ans à la FEMIS ou à n'importe quelle autre école de cinéma. Et c'est vrai, comme c'est actuel, ce qu'il dit, c'est incroyable. Quand il parle du système, quand il parle d'Anglois, quand il parle de Godard, quand il parle de Rossellini, quand il parle de tout, Chaplin, tu vois, c'est quand même cette vision qui est vraiment... Et surtout, tu sens qu'il y a quelqu'un qui parle avec une espèce de fraîcheur incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a plus tellement l'habitude d'entendre quelqu'un comme ça parce que Langlois est un pur autodidacte. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, par exemple. La différence entre Rossellini et De Sica, ouais, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas comme un critique de cinéma, ce qu'il n'a jamais été, et surtout qui ne parle pas comme un universitaire. Et c'est ça qui fait la grande différence, c'est que maintenant, le discours savant, disons, sur le cinéma, est quand même beaucoup confisqué par l'université. Alors, des fois, il dit des choses d'ailleurs qui vont faire bondir les universitaires. Quand il dit le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, la grande scène des escaliers d'Odessa, il dit on croirait voir des actualités filmées. En fait, non. Non, mais... Pas vraiment, mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Et en revanche, quand il dit que dans les plans d'Eisenstein, c'est un système de dynamo, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a la vie à chaque plan et que le plan respire comme ça c'est profondément vrai. C'est-à-dire qu'il peut dire des choses qui sont parfois un peu, pas inexactes, mais un peu approximatives, mais en même temps, c'est quelqu'un qui comprend la vérité du cinéma. Voilà, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que des fois, il dit des choses un peu étranges, mais il est toujours dans la vérité des choses. Et puis alors, l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que pour un directeur de cinémathèque, il est toujours du côté de l'avant-garde. Voilà. Il est toujours du côté de Godard. Et alors, il faut voir que Godard, en 1975, mais c'est un cinéaste qui a totalement disparu. Hein. Totalement disparu. Il le dit très bien, d'ailleurs. Il travaille dans son laboratoire, ses films ne sont plus montrés, etc., etc. Donc, Langlois est du côté vraiment de l'avant-garde. Donc, il est du côté de Godard, il est du côté de Warhol, il est du côté de Garel, qu'il cite, voilà, qu'il cite à un moment, et il est absolument étranger au cinéma français commercial de l'époque. Moi, en revenant donc un peu ce qui était le thème aujourd'hui, c'est que moi, en voyant ce film, j'ai dit pourquoi pas cette pandémie, c'est pas une chance pour casser un peu toute une espèce de formatage qui existait, non seulement dans la façon comme le cinéma est fait, comme toutes ces,
tu vois la banquetisation complète que même moi j'ai des difficultés à sortir, tu vois. Donc, et aussi comment le cinéma va être vu. Et je me demande si c'est pas, tu vois, un moment unique pour qu'on repart, pas à zéro, parce qu'on repart jamais à zéro, mais que d'une certaine façon, tu vois, qu'on se dise merde, pourquoi les multiplex, merde, pourquoi cette espèce de consommation à la chaîne des films, pourquoi les films sont tous pareils, pourquoi, tu vois, si on essaye de sortir de quelque chose, on n'arrive pas à les montrer, parce que c'est le problème, c'est pas seulement le faire, c'est ce qu'il dit, pourquoi on n'arrive pas à les montrer, pourquoi il n'y a plus de producteurs avec des stratégies. Pourquoi l'histoire, tu vois, d'aller à Cannes en OMGM, c'est passé avec moi récemment sur... bon, tout le monde connaît, je ne vais pas parler de ça, parce que moi j'étais... Mais même avec toute, tu vois, cette espèce de bataille que j'ai eue avec Guillaume, moi je disais toujours, ils vont tous casser la gueule en allant à Cannes, ils vont provoquer un désastre industriel. C'est exactement ce qui s'est passé. Puisque si il n'y a plus... Tu vois, les gens sont habitués à des choses qui sont toujours, il faut suivre les mêmes schémas, les mêmes choses, etc. Et moi, je me demande si ce n'est pas un moyen que soit une opportunité. Pourquoi prendre pas ça comme une opportunité? Tu veux dire quoi, la situation actuelle? Non, ce qui viendra après, pas la situation actuelle, ce qui sortira de ça, avec la destruction que ça va amener, tu vois. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que en France, il s'est passé quelque chose de bizarre. Je ne sais pas s'il s'est passé la même chose ici au Portugal. C'est que il y a des gens qui peuvent se passer des gros films américains et des gens qui ne peuvent pas se passer des gros films américains. Et en France, ce qui s'est passé d'intéressant, c'est que les gens qui sont le plus touchés par la crise actuelle, par l'épidémie, le lockdown, le confinement, etc., en fait, c'est les grands circuits. C'est-à-dire c'est les grandes salles comme Pathé, comme Gaumont, comme UGC, parce que eux, pour remplir leurs salles et vendre des bonbons, ils ont vraiment besoin des films américains. Donc eux, ils perdent beaucoup d'argent en ce moment, parce que leur système ne peut pas fonctionner sans les grosses productions hollywoodiennes. Vraiment. Ils ont besoin des films. Oui, mais les grosses productions peut-être ne viendront pas. Parce que si tu veux, au jour d'aujourd'hui, tu vois que même les maisons américaines sont en train de faire des accords avec les streamings de façon que les films passent là. Absolument. Donc on ne sait pas s'ils reviendront ou non. Quand tu sais qu'il y a Netflix qui peut dépenser plus de 15 milliards de dollars par an à produire, donc si tu veux, tout le système économique est changé. Donc tout est changé. Donc nous, à quel point en même temps, il n'y a pas, si tu veux, on assiste à une espèce de révolution, et qu'une révolution qu'on peut profiter. Donc pas seulement se plaindre tout le temps, mais ça donne un espace à montrer les films autrement, d'échapper, tu vois, mais pour ça il faut casser aussi tout le système universitaire qui s'est installé à travers, tu vois, toutes ces écoles de cinéma, tu vois, qui forment que des gens complètement formatés, la plupart d'eux, et qui ont pris le pouvoir. Parce que dans toutes les commissions, il y a des gens de celle-là. Tu vois, je te parle on peut parler de la FEMIS en France, mais je peux parler aussi de ce qui se passe ici au Portugal avec l'école du théâtre et du cinéma, tu vois. Donc, si tu ne fais pas une école comme ça, pratiquement, tu as du mal, tu n'arrives pas à exister, tu vois, pour moi. Et donc, peut-être, je me demande, en voyant le film de Langlois, ça m'a donné un espoir incroyable. J'ai dit, mais merde, non, arrêtons de se plaindre, vivons le jour à jour, vivons comme ce qui va venir, le cinéma résistera toujours. Non, mais ça, c'était des grandes qualités de Langlois, il ne se plaignait pas, effectivement. Ceci dit, il faut aussi dire la vérité. Là, on est en 1975-1976. C'est très émouvant d'ailleurs, parce que c'est au Trocadéro, à Paris, au Palais de Chaillot. Donc c'est vraiment le site historique de la Cinémathèque française. Il est très gros comme ça, il ressemble à un éléphant, il est assis sur les marches. Et on voit des gens qui arrivent, qui sont plutôt des jeunes gens.
Moi, j'y étais là. Voilà, toi, tu étais là. C'est-à-dire que là, c'était un public de la Cinémathèque qui était très jeune. Pour dire la vérité, aujourd'hui, il est un peu moins jeune. Mais il est plus nombreux. Parce que c'était aussi une période de la Cinémathèque où vraiment il n'avait pas d'argent du tout. C'est-à-dire que la rupture avec l'État en 1968, il n'avait plus d'argent pour sauvegarder ses collections. Et c'est quand même une histoire qui s'est mal terminée. Parce que Langlois meurt un an plus tard, en 1977. Si vous avez vu La vie américain de Wim Wenders, à un moment, il y a Bruno Ganz qui est dans le métro, et il a le journal Libération à la main, et le gros titre de Libération, la couverture de Libération, c'est Langlois est mort. Et bien sûr, Wenders a tenu à ce que le journal soit dans son film, pour dire à quel point la figure de Langlois avait été importante pour lui. Mais le résultat de tout ça, c'est que quelques années après la mort de Langlois, les collections de la Cinémathèque étaient tellement mal conservées qu'il y a eu un gigantesque incendie dans la banlieue parisienne et on a perdu des centaines de films. C'est-à-dire que ça, c'est le problème aussi des cinémathèques. Quand les cinémathèques n'ont pas d'argent, elles ne peuvent pas conserver leurs collections et les collections brûlent. Et parmi ces centaines de films qui ont brûlé, il y en a où il n'y avait pas de double. C'est-à-dire qu'on a perdu des films à tout jamais dans cette histoire. Comme ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il est filmé dans son musée, dans le musée qu'il avait lui-même créé au Palais de Chaillot, au Trocadéro. Même chose, ce musée a fermé parce qu'il a été inondé par les pompiers lors d'un incendie. Donc le musée que vous voyez là, il n'existe plus. Il ne reste que les images où on voit Langlois devant la partie consacrée à Méliès, devant la partie consacrée à Pathé, etc. Mais ce musée n'existe plus. C'est dire la fragilité de tout ça, en fait. La fragilité du cinéma, les films peuvent brûler, les musées peuvent disparaître. Mais pour rejoindre ce que disait Paolo plutôt sur le côté de la production et de l'invention, en France, et aussi un peu au Portugal, on est quand même dans un système dépendant. On est dans un système dépendant de l'argent qu'on prend aux Américains. En France. En France. Plus qu'ici. Parce que tu vois, évidemment, les budgets en France n'ont rien à rapport avec ça. Nous pratiquement, on ne vit pas de ça. On vit des taxes de télévision et pas de la billetterie de l'argent américain. C'est en France que tout peut se... mais moi, je rêve que de ça, que ça explose. Puisque dans les 300 films français qui sont cette année, s'il y a 5 qui m'intéressent, c'est déjà beaucoup. Donc tout explose. Je m'excuse, Frédéric. Il n'y aura pas une larme de ma part là-dessus. Que tout explose et que tout revienne. Parce que si tu veux, la façon dont cet argent est utilisé, c'est absolument parfois obscène. Donc je peux te dire, je m'en fous réellement. Donc, parce que même l'argent de l'Europe va au grand groupe comme au Pathé, etc., pour faire toutes ces conneries. Donc c'est le rapport néolibéral. Le plus un film fait des spectateurs, le plus d'argent le producteur a. Pas de la billetterie, mais des subventions parallèles automatiques. Donc, si tout explose, tant mieux. Mais ce qui est intéressant dans la situation actuelle, à mon avis, c'est que comme toute crise très grave, ça sert comme un révélateur. C'est-à-dire que quand il y a une crise comme ça révèle des choses qu'on ne voyait plus d'habitude. Pour parler de la situation française, ça révèle par exemple que les gens jeunes, et vous êtes plutôt jeunes ce matin dans cette salle, donc vous êtes l'exception, mais les gens jeunes vont plutôt voir des films américains dans des grands groupes. Et que c'est pour ça que ces grands groupes ont beaucoup de problèmes. C'est qu'il n'y a plus de films américains, donc les salles sont vides. Alors que les salles d'arrêt-essai, comme on dit en France, qui doivent ressembler quand même un peu à celle où on est aujourd'hui, résistent mieux. Mais parce que leur public est un peu plus âgé et ils dépendent moins de la confiserie. Ils dépendent moins des bonbons et du pop-corn. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que les gens qui ne dépendaient que des films américains, que des blockbusters,
chute complètement. Les films qui dépendaient du cinéma français, qu'on peut trouver bon ou mauvais, mais peu importe, résistent mieux. Ça c'est une chose curieuse. Parce que ça veut dire que les blockbusters américains, je suis d'accord avec Paolo, les Américains sont en train de se demander s'il ne vaut pas mieux les mettre directement sur les plateformes, sans passer par la salle de cinéma. Mais alors ça, pour le cinéma français, il va y avoir un problème. Une révolution. Un énorme problème. C'est que le système français est plein de défauts, mais en même temps, il est génial. Vraiment génial. Je ne suis pas d'accord. Si, moi je suis d'accord. C'est qu'ils ont inventé un système que tous les pays du monde devraient inventer. Par exemple, la Corée du Sud l'a entièrement copié. S'il y a des cinéastes en Corée du Sud qui ont la Palme d'Or à Cannes et qui font des films nationaux, c'est parce qu'ils ont copié le système français. Le système français, il est très simple. C'est que quand un film américain sort, sur chaque entrée, on prend une taxe pour faire des films français. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Oui, mais ça, mais c'est comme ça qu'en France... Bon, mais l'État peut se substituer à ça, c'est ridicule, tu vois. Donc, parce que même, tu vois, ce système-là, il peut exister autrement. Il ne pas être dépendant, si tu veux, des recettes comme ça. C'est ça. Et après, tu vois, qui décide comment ça va ou ça va pas, tu vois, toutes les décisions. Moi, je te raconte des histoires de ce temps-là. Bon, j'avais une salle en 77, tu vois. J'ai commencé à projeter des films en 77, donc j'ai croisé 2 ou 3 fois l'endroit avant qu'il meure, mais bon, évidemment j'ai croisé parce que j'étais là à la Cinémathèque, et je pense à cause aussi des semaines des cahiers de cinéma que j'organisais, donc à un moment j'ai eu des rapports avec lui, j'ai eu après plus avec Marine Mersel, qui l'a substitué, là c'était le bordel absolu, comme tu sais, mais tu sais, moi, tu vois, Garel à l'époque, tu vois, je passais 6 films. Donc, lui, il continuait à filmer, il fallait qu'il filme, il veut qu'il tourne. Donc, c'est moi, j'ai tenu, tu vois, le petit argent de poche qu'il avait et pour lui, Nico, à l'époque. Et donc, je passais 6 films pour créer un peu de spectateurs, pour que j'ai un peu d'argent, etc. Mais il continuait à tourner avec une liberté incroyable. Je me rappelle même d'un film que j'ai sorti, Le Voyage au début des morts, quelque chose comme ça, avec Maria Schneider et Laurent Terzieff, qui avait tourné un scope, sans rien, et qui dit, Paolo, il faut que tu montres, il me faut un peu d'argent. Donc, je montrais le film faisait 1h10 au début, et à la fin, il faisait 55 minutes, parce qu'il continuait à aller dans la cabine de projection, couper un peu, puisqu'il n'était pas content avec le film. Donc c'était World Cup Press, mais il était retourné. On faisait comme ça, on arrivait à montrer des films. Oui. On est arrivé, et combien des films de Biette que tu vois. Mais tu as entièrement raison, Paolo. Mais quelqu'un comme Philippe Garel, qui est sûrement un des artistes les plus importants du XXe siècle, s'il a pu faire autant de films, même dans ces conditions-là, c'était dans un système français. Aux États-Unis, il aurait fait 2 films. Oui, mais il n'était pas. Non. C'est pas vrai. Il y a énormément de cinéastes aussi indépendants aux États-Unis qui ont fait beaucoup de films sans ce système-là. Ils continuent à faire. Et le problème, c'est que le système... Il y en a de moins en moins. Le système s'est sclérosé. C'est ça une autre chose. Oui, ça c'est sûrement vrai. Tout est sclérosé, et même au jour d'aujourd'hui, tout est sclérosé. Tu as raison. Le système est... Je suis d'accord avec toi. Le système est sclérosé. Il faut que quelque chose se passe. Le système est sclérosé, mais je ne suis pas sûr que c'est Netflix qui va le remplacer. Non, mais ne te fais pas trop d'illusions. Non, au contraire. Moi, je pense exactement le contraire. L'existence de ces monstres qui ne m'intéresse pas du tout, je te dis, mais à la limite, on se dit, il faut, pour survivre, il faut résister, il faut continuer, il faut vivre, parce qu'on veuille ou non, on va, pour moi, tu vois, il y a beaucoup de gens, des jeunes qui veulent continuer à tourner, à faire des films, etc. Le cinéma existera aussi, il existera contre eux, mais il existera quand même ailleurs, d'une autre façon. Moi, c'est ce que je pense. Et de plus en plus, je pense qu'il fallait une révolution dans le système actuel au niveau de la production mondiale, pas seulement ici. Aux États-Unis, ça va être la même chose, ça va exploser. Donc, on verra. Et les gens vont s'apercevoir, par exemple, que Netflix, pour les metteurs en scène et pour les producteurs, c'est terrifiant. Terrifiant. C'est absolument, tu vois, comme faire des saucisses, tu vois, c'est absolument terrifiant. Parce qu'ils vont se servir d'un ou deux, comme ils se servent de Scorsese et de Fincher et tout ça, mais comme publicité.
C'est tout. Ils font un, c'est Produit d'appel. Un produit d'appel, et après le reste, c'est terrifiant. C'est fini les producteurs, c'est fini tout ça. Tu vois, c'est des connards qui sont, je ne sais pas où, qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas qui c'est, qui vont déterminer qu'est-ce qui va se finir. Donc, contre ça, il existera toujours quelque chose. Toujours. Tu vois, c'est ça que tu vois que d'ailleurs, regarde Langlois, regarde comme c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que ce qui est intéressant souvent chez les gens, c'est les contradictions. Et Langlois, ce qui est bien, c'est qu'il dit ces contradictions. C'est-à-dire qu'il dit, pour moi, le cinéma en liberté, il dit le cinéma qui sent le pouls de la vie, il dit c'est Godard et c'est Warhol. Il dit le film de Godard qui s'appelle Tout va bien, sent le pouls de l'année 1972 ou 13 en France. Bon. Et après, à la fin, c'est la toute fin, il n'est pas très clair d'ailleurs, il dit il faut quand même avoir l'amour du travail bien fait. C'est très contradictoire. C'est-à-dire qu'il dit Warhol, Godard, le cinéma en liberté, et il dit en même temps, chez Pathé, très grand producteur français des années 20, les gens pointés, comme les ouvriers à l'usine, les gens pointés. Et il dit c'est comme ça qu'un système industriel français de cinéma a pu se créer. C'est quelque chose de très contradictoire. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'il y a plusieurs façons aussi de faire du cinéma. Il y a plusieurs façons de créer. Et que l'on peut... Godard dit toujours, le cinéma c'est un problème parce que c'est le seul art où il faut créer à heure fixe. Il a raison. Le cinéma, il faut créer de 8h du matin jusqu'à 18h le soir, à heure fixe. Et pourtant, c'est comme ça que ça marche depuis très longtemps. Un peintre, il peut se mettre à peindre à 3h du matin. Un écrivain, il peut se mettre à écrire à 5h du matin, s'il veut. Le cinéma, il y a toujours un côté collectif, il y a toujours un côté industriel, et il y a toujours un côté financier, budgétaire, disons-le. Et pourtant, il y a des Warhol, des Godard et des Eisenstein. Voilà. Et de Montero et compagnie. Et des Montero et des Philippe Garel. C'est aussi la contradiction de l'art, de cet art. Bonjour. Ce débat est très intéressant, je crois, votre débat, notre débat, et le film est très émouvant de Langlois. Je voulais simplement savoir quel doit être le rôle d'une cinémathèque aujourd'hui face à ce qui se passe en général. Quel va être le rôle de la cinémathèque maintenant, aujourd'hui, après? Si vous voulez, par rapport à Langlois, ce qui est fini, c'est que lui était dans une position presque d'exclusivité. C'est-à-dire que pendant très longtemps à Paris, si on voulait voir des films rares, il n'y avait que la cinémathèque. Maintenant, il y a tout. Il y a les DVD, les cassettes, les chaînes de cinéma. Bon, on peut, évidemment, Internet, on peut voir des films tout le temps, partout. Ce qui reste important, et c'est la même chose pour ce festival ici, c'est le geste de programmer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 ans et qui est un peu fort avec son ordinateur, il peut télécharger tous les films des Eisenstein ou tous les films de Godard, très facilement. Mais s'il n'y a personne pour les lui montrer, il ne le fera pas, en fait. C'est-à-dire que maintenant, tous les films sont disponibles, presque tous les films sont disponibles, mais il faut toujours le geste de montrer un film à quelqu'un. Et je pense que profondément, une cinémathèque, ça sert à ça. C'est-à-dire dire, ce mois-ci, par exemple, on va montrer tous les films de Buñuel. Encore une fois, quelqu'un de jeune et qui sait se servir d'un ordinateur va peut-être trouver presque tous les films de Buñuel, presque tous. Mais il n'y aura pas de geste de les montrer à quelqu'un, donc en fait, personne ne les regardera. Tandis que nous, la cinémathèque, ou les festivals, ou les gens qui ont des salles d'arrêt-essai comme celle-ci, nous faisons le geste de montrer. Et quelqu'un comme Langlois, au fond, c'est ce qu'il faisait le mieux. C'était pas le meilleur conservateur du monde, ça c'est vrai. Pour garder les films, c'était pas lui le plus fort. C'était pas l'homme le plus rationnel pour gérer sa cinémathèque, etc. Mais là où il était très fort, c'était pour montrer les films, pour programmer les films. Et c'est pour ça,
je pense, qu'il a formé une génération de cinéastes. Voilà. Et donc je pense que les cinémathèques aujourd'hui, si ça sert à quelque chose, ça sert à beaucoup de choses, ça sert à conserver les films, à garder le passé, etc. Mais peut-être que le plus important, c'est le geste de programmer un film et de dire pourquoi. Et de dire pourquoi. C'est-à-dire que programmer ne suffit pas. Il faut aussi parler. Il faut aussi dire pourquoi on fait quelque chose et pourquoi on montre quelque chose. Donc pour vous répondre, je pense que ça sert à ça. Je voudrais parler ou écouter un peu plus l'idée de la révolution que vous avez parlé à cause de Netflix et des autres systèmes institués comme les universités, Cannes, tout. Il y a peut-être la possibilité d'une révolution maintenant parce qu'on est dans un moment unique. Mais je demande si vous sentez si le peuple peut faire partie de cette révolution. On a écouté Langlois parler de quelques cinéastes qui sont sortis du peuple et que sa caractéristique d'être humain est très important pour faire du cinéma. Et je demande si dans cette possible révolution qu'on va avoir, si c'est une révolution plus des systèmes qu'une révolution des peuples. Bon, moi, quand j'utilise le mot révolution, c'est plutôt pour casser un système qui est figé. Okay? Et quand on essaye de, tu vois, c'est un système qui s'est figé à la mesure que tu vois que, comme n'importe quel système, tu vois, avec le temps, il se fige, et donc, de façon comme tu vois des bonnes, qui sont de bons, peu à peu, commencent à être dilués et tout ça. Mais il y a une chose qu'évidemment, il y a quelque chose aujourd'hui qui existait à l'époque de Godard. Langlois parlait que la nouvelle vague qu'on était arrivée, c'était contre un système où il fallait, tu ne pouvais pas travailler dans les films si tu n'avais pas des cartes professionnelles, si tu voyais, il fallait faire 4 films avant de pouvoir être un assistant des trucs. Donc ça fermait, tu vois, la porte à toute une génération de gens qui voulaient travailler dans le cinéma. Et c'est un système qui existait très corporatif. Il parle de ça dans la première chose, Vichy, qui existe encore en France. C'est encore un peu comme ça. Moins. Il y a des choses qui sont cassées, mais tu vois, les centres nationaux de cinéma, c'est complètement le système Vichy en même temps, quand même. Hein. Et je pense que s'il y a quelque chose qui se passe, une des choses, c'est aussi que, tu vois, il y a une espèce de, tu vois, on peut dire de caste presque en cinéma et d'élite qui font que, tu vois, que les gens doivent traverser, tu vois, tout un parcours des écoles de cinéma, des choses, etc., qui interdit beaucoup de gens de pouvoir arriver à faire des films ou faire exister le cinéma. Ça, c'est une des choses. C'est un rapport à ceux qui font. Okay? Bon, il y a des exemples qui sortent un peu, mais ce sont des gens aussi qui ont passé par ça. Les gens qui ont fait Les Misérables, des choses comme ça, etc., sont des gens quand même qui ont passé par ce système. Donc, il y a très peu qui arrivent. Après, l'autre relation, la relation du cinéma avec les gens, tu vois, avec les spectateurs, avec tout ça populaire, que le cinéma redevienne un art populaire, ça, je suis beaucoup moins, comment dire, je pense, je suis beaucoup plus pessimiste dans le sens où les gens, là-dessus, par contre, ils se vont peu à peu s'habituer à avoir un cinéma sur, tu vois, qui passe. Ils préfèrent voir, je m'excuse au Portugal, les gens savent qui c'est, Christine Frey, gauche et tout ça, aller voir des films, ou même aller sur streaming ou tout ça. Donc conquérir, tu vois. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a un grand écrivain, qui est mort depuis longtemps, mais qui a 25 ans, quelque chose comme ça, à Paris. Un jour, en parlant avec lui, c'est Antoine Tabouki, me disait, parce que nous on disait, c'est la catastrophe en Italie,
Berlusconi a pris le pouvoir, ça va être la catastrophe, tout va changer, etc. Il m'a dit comme ça, tu sais, Berlusconi est arrivé en Italie, mais il va arriver partout. Et ça va tout changer. Et le rapport à la culture, le rapport au cinéma, le rapport à tout, ça va tout changer. Et je pense d'une certaine façon, il y a, tu vois, donc, à partir de ce moment-là, il y a, si tu veux, une espèce de, tu vois, de rapport aux images, de rapport aux choses qui viennent, tu vois, des gens, et surtout dans un pays comme le Portugal. La France a un peu résisté à ça, mais sinon, qui fait que, si tu vois les films, tu vois un film d'Almodovar, je vous donne un exemple, qui il y a 10-15 ans ferait 200 000 entrées, il fait 20 000 entrées maintenant, au 10 000, et on est déjà content. Tu vois, un film de Moretti, un film de Bertolucci, un film de... Tu vois, donc si tu veux, tout a changé. Tu vois, les gens vont ailleurs, même pas en multiplex, ils vont, même des films qui sortent en multiplex, ils n'y vont plus. Tu vois, donc, si tu veux, en France c'est un peu différent, et là le système est un peu différent, ça fait qu'il y a vraiment encore un mouvement un peu partout des gens qui vont au cinéma. Après, s'ils vont voir les bons films ou les mauvais films, ça c'est autre chose, mais s'ils vont, les salles ont quand même, les gens vont plus de 5-6 fois par an au cinéma, au moins, même dans les petits duplex. Je peux te raconter une chose, c'est comme ça, un jour, il y a un festival à Albi. Je ne sais même pas où c'est. Je sais que c'est à Albi à cause d'autres activités que j'ai. Je connais ça un peu à cheval, mais ça c'est une autre chose. Et j'arrive à Albi pour le festival, et il y a un festival, donc 5 petites salles. C'est Albi, quoi, il y a 3000 habitants, 4000, c'est comme ça. Et il me dit, non, etc., on fait beaucoup d'entrées, on fait 15 000 entrées. J'ai dit, mais comment vous faites dans un festival 15 000 entrées dans une ville avec 3-4 000 habitants? J'ai dit, non, ils viennent partout, ils viennent au festival. Et pendant l'année, comment vous faites? Ah, pendant l'année, on fait quand même 120 000 entrées par an. 120 000 entrées, je ne faisais pas dans le Monumental, au centre de Lisbonne avec 4 salles. Hein. Donc pour voir la différence qui existe quand même en France, ou qui existait, entre le rapport au cinéma, d'aller au cinéma, ici. C'est complètement différent. Et c'est en province, là, je dis dans les petites, toutes les régions de France, il y a ça. Bon, c'est ça aussi qui va, bon, peut-être qui va être... ils sont des salles à essai. Attention, à Albi, bon, un peu large, parce que c'est quand même des films américains, mais quand même choisis. C'est pas et comme ça, il y a tout un système, un peu de la relation avec l'école, la relation avec tout ça. Donc j'ai dit, il y a des choses incroyables dans le système français. J'ai dit, quand je dis un peu ça, c'est un peu pour essayer de changer ce que je pense dans ce qui est sclérosé dans le cinéma français. Tu vois, donc, mais c'est incroyable le rapport au cinéma qui existe en France. Ça, c'est une chose unique. Je trouve ça, il n'y a nulle part ailleurs. Donc, pour vous répondre, moi je pense qu'il nous manque un personnage. Ce qui est frappant quand on écoute Langlois et quand on réfléchit à l'histoire du cinéma, c'est que par exemple Charlie Chaplin, il a réussi à faire adorer du monde entier, un personnage qui n'avait rien. Quand on y pense, c'est quelque chose de très étonnant. Le personnage de Charlot, c'est non seulement le peuple, mais c'est presque en dessous du peuple. C'est même pas le lumpen prolétariat, c'est carrément le clochard, c'est le vagabond, c'est The Tramp. Vraiment. C'est-à-dire que le personnage du cinéma, le premier personnage du cinéma, qui a été adoré par le monde entier et qui avait tellement faim qu'il mangeait ses chaussures, c'était un clochard. Voilà, ça c'est intéressant. C'est pas la même chose en littérature, c'est pas la même chose pour la peinture, c'est pas la même chose pour la musique. En France,
le personnage principal d'après-guerre qui représentait, disons, la France, c'était Jacques Tati, c'était Monsieur Hulot. Alors là, c'est un peu plus que le clochard, c'est un tout petit bourgeois, petit bourgeois. En Italie, c'était Toto. Vous voyez. Le cinéma a toujours eu, quand il était très fort, quand il avait un rapport vraiment populaire avec le public, à inventer des personnages qui pouvaient représenter le public. Ça, il l'a peut-être un peu perdu, parce qu'il est moins fort. Mais je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui, on arrivera à reconstruire cette illusion, ce rapport des gens à un personnage cinématographique qui s'arrivait. Moi, je suis là-dessus, je pense que c'est tout. Déjà Tati, c'était différent. Déjà Tati, c'est vrai que Tati, ici, même ici, moi, on passe très souvent ici des films de Tati, et les DVD de Tati sont toujours en train, c'est quelque chose qui... par contre, Chaplin, personne vient voir. Mais Tati, tout le monde vient voir. Moi, on a encore les droits des films, et c'est quelque chose qui est impermanent. C'est toujours en train de... Parce que c'est génial. Oui. Mais Chaplin, qui est aussi génial, si tu fais ici, tu passes les films de Chaplin ici, les gens ne viennent pas. Ben, évidemment, ici, c'est pas du public populaire. Peut-être c'est ce qu'il a télé devait montrer, c'est les films de Chaplin. C'est là qu'il devait être vu maintenant. Mais c'est pas ça qu'ils veulent montrer. C'est pas ça qu'on arrivera à les faire montrer. Mais au jour d'aujourd'hui, un personnage qui puisse, d'une certaine façon, être aussi appellatif, tu vois, et proche des gens, je ne sais pas s'il pourrait exister, ou même si les films pourraient exister, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Chaplin a gagné surtout une liberté énorme d'élaborer, parce que évidemment le film était tellement populaire, mais aussi c'était des films qui étaient, tu vois, à l'époque le cinéma était vu par des millions de personnes, des milliards de personnes. Il a gagné avec, tu vois, en étant producteur de ses propres films, une telle liberté qu'il a pu même, tu vois, après avoir des échecs et des choses comme ça, comme Supernou et comme La Comtesse Hong Kong, etc. Parce qu'il était vraiment, il avait gagné cette liberté de pouvoir, tu vois, faire ce qu'il voulait. Au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait avoir quelqu'un qui touche autant de monde et d'une façon qu'économiquement puisse le faire exister. Ce qui est un peu étonnant dans cette affaire, enfin moi ce qui m'étonne un peu, c'est qu'il est quand même possible aujourd'hui de faire des films avec presque rien. Le cinéma n'a jamais été moins cher qu'en ce moment, et n'a jamais été plus léger. Et il y a une cinéaste avec Paolo qu'on aime beaucoup qui s'appelle Chantal Akerman, une cinéaste belge, qui pour moi est une des plus grandes cinéastes du XXe siècle, pas cinéaste femme, cinéaste tout court. C'est une des plus grandes créatrices de formes du XXe siècle. Et Chantal, elle a commencé parce qu'elle a vu Pierrot le Fou de Godard avec Jean-Paul Belmondo, et elle vivait dans sa banlieue à Bruxelles. Elle ne connaissait personne, elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas fait d'école. Elle s'est autorisée elle-même. Elle s'est autorisée elle-même à faire un film. Et elle a fait son premier court-métrage que tu as vu, Paolo, qui s'appelle Saute ma ville, que vous pouvez trouver sur Internet très facilement. Saute ma ville. Voilà. C'est quelqu'un qui s'est autorisé, qui n'était personne, et qui n'avait aucun moyen, ni aucune relation. Donc là, il y a quelque chose, c'est-à-dire que maintenant, on peut faire du cinéma, vous pouvez faire du cinéma. Mais à l'époque, elle a réussi à que les gens le voient et que les gens, à partir de ce court-métrage que tu vois, ce que les gens l'ont vu, après, pouvoir... Maintenant, le problème, c'est comment, même si tu fais un film comme ça, comment
tu le fais apercevoir au milieu de cette espèce de marque. Il sent qu'il y a. Non, mais pour moi, c'est moins bien que Ackerman, mais tu as prononcé le titre d'un film tout à l'heure, Les Misérables. Je ne dis pas du tout que c'est le meilleur film du monde, hein, mais c'est pas mal. Ouais. Mais c'est pas mal. Parce que Les Misérables, on voit bien que c'est fait par des gens qui savent de quoi ils parlent. Simplement. Ils savent de quoi ils parlent. On ne peut pas dire vous ne savez pas de quoi vous parlez. Il y a 30 ans, ouais, un peu moins de 30 ans, 25 ans, l'équivalent des Misérables, c'était un film qui s'appelait La haine. C'est beaucoup moins. C'était l'inverse, avec Vincent Cassel, Mathieu Kassovitz, Et puis, ils n'étaient pas très connus à l'époque. Honnêtement, je trouve Les Misérables meilleurs que La haine. Oui, mais Les Misérables avaient été fait aussi dans un système qui... Mais non, mais parce que Les Misérables, c'est ce que disait Langlois tout à l'heure. À un moment, le cinéma, ça sert à donner des nouvelles du monde. Moi, j'habite Paris, dans un quartier bourgeois. Je ne connais pas Montfermeil. La banlieue que décrit Les Misérables, très honnêtement, je ne la connais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai envie de la connaître. Un film comme Les Misérables me donne des nouvelles de cette partie du monde que je ne connais pas. Voilà. À quoi sert le cinéma encore aujourd'hui, d'un point de vue minimal, c'est ça? Oui, c'est l'exception. Mais parlant de Chantal, et après, c'est vrai que tu vois, elle a toujours voulu être c'est incroyable, une cinéaste populaire. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne l'était pas. Et donc, c'était incroyable, tu vois, ce rapport qu'elle avait avec son cinéma, parce que quand elle a fait un livre à New York, elle pensait que là, elle allait atteindre un peu. Et le film a été détruit en France. Moi, je pense qu'il a été encore manque producteur. Il a été mal sorti. Ce film, par exemple, ici au Portugal, ça fait un temps. Ça a été, et aux États-Unis, ça marché aussi. Mais elle était tellement déçue que le film ne soit pas un blockbuster, et ne comprenait pas que son cinéma était trop fin pour ça. Quand elle a fait La Captive, on a fait quand même 50 000 entrées en France. Combien tu dis? 50 000. Ouais, mais elle était, déçue. Et après, elle essaie de faire une comédie populaire, ça s'appelle Démons de ménage. C'est un beau film, très beau film. Mais évidemment, son humour, tu vois, c'est pas l'humour que les gens cherchaient. Le film a été un échec complet. Et là, c'était assez. Là, elle était déjà. Il y a des moments de dépression énormes, mais je me rappelle à la sortie de Démons de ménage, elle ne comprenait pas comment on la critique, comment on regrettait, ne voulait pas voir ces films-là. Et. Donc, tu vois, au fond, si tu veux, ce qui est aussi génial dans tout ça, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tu vois, en même temps, on peut toujours se plaindre, mais il y a toujours l'espace pour avoir des choses encore qui nous surprennent. Tu vois, et c'est ça qui me. Pour plus que je parle ici, et que toi aussi, en même temps. Peut-être dans 3 mois, on sera en train de découvrir un film qui nous va nous bouleverser, qui va changer tout. Donc, je ne sais pas. Non, mais le cinéma est un art très mystérieux. Vous voyez, par exemple, depuis 15 jours, on ne parle que de Trump. Trump contre Biden. Mais pour les gens qui connaissent le cinéma, il n'y a rien de très mystérieux à ça. Il y a un film qui sort aux États-Unis en 1941 et en Europe en 1945. À cause de la guerre, qui s'appelle Citizen Kane. Et c'est le film le plus connu du monde. Et c'est considéré par les Américains eux-mêmes, qui pourtant ne l'ont pas vu au début, comme le meilleur film américain de l'histoire. Le second, c'est Le Parrain de Francis Ford Coppola. Si vous regardez Trump, mais tout est dans Citizen Kane. Absolument tout. Et quelqu'un comme Orson Welles, qui était quelqu'un de très à gauche, presque proche du Parti communiste américain, donc vraiment très à gauche,
il avait une crainte, c'est qu'un jour il y ait un Hitler américain ou un Mussolini ou un Salazar américain. Eh bien, il y a eu Trump. Et Wells avait vu ça dès Citizen Kane en 1940. C'est ça aussi le cinéma. C'est-à-dire que Citizen Kane, non seulement c'est le résumé de toutes les recherches du cinéma pendant les 40 années avant lui, et c'est tout ce qui va se passer après lui, y compris sur le plan politique. Et là, évidemment, où c'est le plus ironique, devinez quel est le film préféré de Donald Trump. Citizen Kane. Bien sûr. Voilà. Voilà. Ça, le cinéma est le seul art qui est capable de faire des choses pareilles. Même la littérature n'arrive pas à ça. Le cinéma, lui, arrive à ça. Bon, avec ces paradoxes, on a... Merci beaucoup d'être venu si tôt le matin pour écouter Henri Langlois. On continuera ça dans les prochaines projections.